Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Dorénavant visibles partout sur le globe, les effets du changement global sont par ailleurs dangereusement en accélération. Je ne vous apprends rien, en tout cas ici. Et nous savons que le secteur de la construction et le fonctionnement des bâtiments jouent un rôle crucial dans les phénomènes à l'œuvre. Ils sont à l'origine de près d'1/5 des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ils consomment des matières premières ou transformées qui ne sont pas renouvelables et sont la source de multiples pollutions. Je ne vais pas les décrire tant elles sont nombreuses. Dans ce contexte, les éditions 205, donc dirigées par Florence Corta-Roller et Damien Gauthier, ont fait le choix, avec une forme de militance, quand on connaît le monde de l'édition, de donner encore plus qu'ils ne le font déjà la parole à celles et ceux qui œuvrent dans un sens réparateur, des architectes qui travaillent à des alternatives. Leurs réponses sont diverses et c'est bien cette pluralité de paroles qui donne à lire les singularités des situations, des cultures, des savoir-faire et des démarches. Pour permettre une large diffusion, les éditions 205 ont imaginé cette série Cailloux qui se définit par des textes très courts, comme l'a dit Marie Civile, 40 000 signes. Je le précise parce qu'on a cette exigence, 40 000 signes, tout compris. Dans un petit format agrafé à 5 €, c'est donc un objet de poche que l'on peut lire partout en un temps court et à peu de frais. Les 3 premiers textes, La Terre qui reste, Architecture vivante, Architecture des vivants, Faire c'est dire, sont sortis donc simultanément, ça c'est aussi un des principes de la collection, en septembre dernier. Et j'ai le plaisir donc de recevoir leurs auteurs dans l'ordre: Frédéric Bonnet pour La Terre qui reste, Léa Mosconi pour Architecture vivante, Architecture des vivants et Alain Vargas pour Faire c'est dire. Alors, j'ai une première question qui s'adresse à vous trois. Vos entrées en matière dans le texte sont diverses. Frédéric Bonnet, vous commencez avec les lieux de votre enfance. Léa Mosconi et Alain Vargas, vous commencez avec des données scientifiques très, très sérieusement documentées. Et il me semble que cela dit à la fois l'importance du sensible et en même temps une attention à toutes les sciences. Lequel de vous trois aurait envie de commencer là-dessus? L'attention aux sciences et le sensible? Je ne sais pas. Léa, Frédéric. Je ne sais pas, je peux commencer. Oui, c'est juste une manière de commencer un texte, en fait. Et puis aussi, parce qu'en fait, on écrit beaucoup. Il y avait une demande très particulière de votre part. On écrit beaucoup d'articles. Enfin, moi, personnellement, j'écris beaucoup d'articles. On est très précis souvent, et je trouvais que c'était important. Je trouvais que c'était intéressant par rapport au thème que je voulais développer, d'avoir un ancrage très sensible, très descriptif presque de l'état des choses telles qu'elles étaient devant mes yeux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de... C'est pas que anecdotique, c'est aussi parce que je pense que c'est important à un moment donné. On est tellement, comment dirais-je, pris de vertige devant un certain nombre de phénomènes qu'on essaie de décrire de la manière la plus rigoureuse possible, que c'est bien parfois de se rappeler que ces phénomènes, ils sont devant nous, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement accessible, qui impacte très directement nos petits gestes du quotidien, nos perceptions, nos imaginaires, nos souvenirs, nos manières de vivre, nos manières d'être présent. Et je trouvais que c'est important aussi d'associer ça à... C'est pas du tout une défiance, parce que par ailleurs, je suis très attaché à la rigueur des démonstrations, mais je trouvais que c'était une manière d'insister sur cet aspect, voilà. Oui, et puis j'ai eu le sentiment aussi que vous insistiez sur le fait, c'est-à-dire qu'il y avait un temps un peu long, un temps du passé, qui est celle de votre histoire, de votre enfance, des odeurs, des sensations, des souvenirs aussi. Mais il y avait aussi un temps qui s'étirait vers l'avant, et peut-être l'inquiétude, elle naît de ce qui est et ce qui arrive, puisque vous évoquez votre enfant qui est jeune. Oui, qui est très jeune. Dans le premier paragraphe. Et donc, je me suis dit, là, on peut étirer, excusez-moi, mais peut-être un siècle et demi d'histoire entre votre naissance et non pas la mort prochaine de votre enfant, mais on va dire son potentiel de vie, et que là, on a un morceau d'histoire. C'était aussi volontaire, cette histoire, parce que c'est vrai que, comme je suis pas très jeune, clairement, quand je parle de mon enfance, ça fait déjà plus d'un demi-siècle. Et quand je parle de mon enfant qui a 6 ans, forcément, je le projette dans peut-être un peu moins d'un siècle, mais disons,
effectivement, comme tu dis, ça fait un siècle et demi. Et je trouve que cette question-là, parce que de tous les sujets dont on parle, ça engage ces durées-là. C'est-à-dire qu'en fait, on dit toujours, ah oui, 2050. Alors, moi, je me rappelle, il y a 20 ans, on disait 2050, on a l'impression que c'est super loin. En fait, 2050, c'est demain. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé le texte en disant, dédié à mon fils qui aura que 30, alors je sais plus combien, 31 ans, je crois, en 2050. Donc, il sera très jeune. Et c'est encore pire si on se projette plus tard, en fait. On voit bien les accélérations qu'il y a déjà absolument vertigineuses en ce moment. Cette question de la durée, moi, je trouve qu'elle pose des questions de responsabilité maintenant, sur la manière, sur notre capacité à agir, à influer réellement les choses, qui est vraiment complexe, qui, moi, personnellement, m'interroge, y compris dans une manière de transmettre différente, une manière d'agir en tant qu'architecte différente. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, mais c'est encore plus pressant, je trouve, quand on se projette sur ces échéances et où, en fait, il y a quand même assez peu de raisons d'être optimiste. Donc, c'est assez vertigineux, quoi. Je pense pas qu'il y avait cette espèce d'effet. Je pense pas, par exemple, mes parents, il y a 50 ans, pour eux, le futur de leur enfant, il n'y avait pas de... Bon, on sait tous qu'on va mourir, ça, c'est pas la question, mais il n'y avait pas d'angoisse sociétale majeure, en fait. Aujourd'hui, il y a des angoisses sociétales majeures. Alors, peut-être qu'elles nous rattrapent, parce qu'il y a d'autres parties du monde, évidemment, où il y a bien longtemps qu'il y a des angoisses sociétales, ou voire pire, et où il y a des fragilités bien plus grandes. Mais en tous les cas, dans notre univers intellectuel, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant, me semble-t-il. Alors, cette perturbation ou ces perturbations, elles sont également au cœur de vos 2 livres, hein. Et je le disais, Léa Mosconi, vous commencez par des données scientifiques qui sont liées à la question plutôt de la biodiversité, puisque c'est ce que vous allez développer ensuite dans votre ouvrage. Anna Varga, c'est plutôt sur la question du poids du monde, des artefacts, etc. Mais peut-être, Léa, pour commencer, entrer en matière par la donnée scientifique. Oui, en effet, par la donnée scientifique, avec une question que je me posais et qu'on est plusieurs évidemment à se poser, comment se fait-il que ces données scientifiques qui sont assez, sont très fortes, très documentées et où je commence avec une liste, en effet, j'égrène toute une liste où je rappelle toutes les données autour de la biodiversité et je les mets en regard avec une anecdote où j'échange avec un architecte parisien à la mode, à la Maison de l'Architecture, qui me propose de faire une table ronde autour des questions d'énergie. Et là, je lui parle d'un chiffre, je lui dis c'est très intéressant et important de parler d'énergie, mais attention, il y a quand même un enjeu avec l'isolation thermique par l'extérieur, parce que ça bouge les infractuosités, ça fait des villes lisses, et ça pose question. Et à Paris, en 17 ans, on a perdu 72% des populations de moineaux. La réaction de l'architecte... et un rire en me disant c'est pas pour tes 3-4 petites bêtes qu'on va plus se chauffer que tout ça. Et donc je me pose la question avec ces chiffres de qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas au sérieux ces chiffres et les enjeux de la biodiversité quand, même si l'action est encore pas assez forte pour la question de l'énergie, malgré tout, on met en place à Paris un PLU bioclimatique, on quantifie, on prend malgré tout au sérieux, pas assez, pas suffisamment et tout ça, mais on prend la question de l'énergie au sérieux. Et qu'est-ce qui fait que la question du vivant, on a du mal à la rendre, à s'en saisir réellement. Et donc je pars des chiffres, en fait, parce que je pars de cette interrogation tout à coup où je me sens, impuissante. Je me sens impuissante parce que j'ai beaucoup travaillé avec des écologues, des naturalistes, des ornithologues dans le cadre d'une exposition qu'on a fait avec Henri Bonny, et donc on a beaucoup travaillé avec le muséum, et je vois une différence entre ce monde des écologues où il y a un état d'alerte très fort et cette question de la biodiversité. Je le vois même quand je fais les visites au pavillon de l'Arsenal où en fait, je vois un public du monde de l'architecture qui a du mal à vraiment prendre au sérieux cette question. Et donc voilà, donc quelque part, ça rejoint presque ce que tu disais, où je commence avec des chiffres, mais parce que ces chiffres, ils m'interpellent dans la manière dont ils existent. Donc je commence avec un chapitre qui s'appelle « Entre rigueur et sidération ». Rigueur, parce que c'est documenté avec rigueur et qu'on a des chiffres. Et sidération, parce que je me pose la question, et ça c'est un historien de l'environnement, Jean-Baptiste Ressos, qui l'évoque, qui dit « Est-ce que par moment, les chiffres nous mettent pas dans un état de sidération qui fait que, en fait, ça nous bloque et qu'on a du mal à agir. Peut-être que c'est ça. Peut-être que
l'énergie. Alors, vous soulevez peut-être 2 points. Il y a, et en effet, peut-être, mais on l'évoquera plus tard, la question du chiffre, de la donnée chiffrée dont on a du mal à s'imaginer en réalité de ce qu'elle représente. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est ce que vous dites, peut-être de manière plus particulière au milieu de l'architecture, on va dire, jusqu'à maintenant, qui est de considérer que il est en dehors des vivants ou que les vivants sont en dehors de notre propre espèce, qui est pourtant une espèce parmi les autres espèces. Donc ça c'est encore un autre sujet et je pense qu'on va le développer parce que c'est une des réponses et chacun d'entre vous le développe d'une certaine manière. Alain Vargas, vous commencez par d'autres données qui sont plutôt sur ces chiffres vertigineux là aussi que sont les productions matérielles humaines, leur poids physique qui a dépassé celui de la biomasse. Donc, peut-être vous pouvez... Et qui vous sidère aussi, hein, c'est une sidération. Voilà, c'est d'abord une sidération, mais c'est une sidération qui fait le constat que finalement, les données ne suffisent plus, quoi. Enfin, d'une certaine façon, la conscience ne s'alimente pas des données objectives qui sont données par les scientifiques. Alors, je ne ferai pas évidemment le détour par toutes les contestations possibles, imaginables aujourd'hui de ces données scientifiques et de la recherche au sens large. Et on sait quel propos ça sert, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais je trouve que la sidération, et vous le disiez aussi, c'est souvent un frein à l'action, c'est-à-dire qu'on est démuni face à ces données-là, et les grands chiffres sont particulièrement inquiétants en tant que tels, mais on a du mal à se représenter ce que sont les choses. Donc moi, je commence effectivement le texte par une donnée scientifique, qui est une évaluation, évidemment, du poids des artefacts. Hein. Ce sont effectivement des scientifiques qui ont fait ça dans les années 2020. Et qui disent que depuis que l'homme crée des objets et des artefacts sur cette planète, on a dépassé les 30 000 milliards de tonnes de production matérielle, voilà. Évidemment, ce que ça sous-entend au niveau de l'extractivisme qui a permis de générer ces choses-là. Mais qu'est-ce que c'est que 30 000 milliards de tonnes, oui, alors, quand on donne un autre chiffre, on dit que ramener à la surface de la Terre, en fait, c'est 50 kilos du mètre carré. Voilà, grosso modo, on occuperait aujourd'hui la planète avec 50 kilos du mètre carré si on répartissait ça. De manière étale. De manière étale, voilà. Bon, ça nous parle déjà un petit peu plus, mais bon. Et je pense que ces données scientifiques, elles sont nécessaires, mais comment passer de la conscience de l'état du monde, finalement, à une action? Et quand on est architecte, comme je l'ai été, puisque je précise, je ne le suis plus, qu'est-ce qu'on en fait et comment on introduit ces paramètres dans une pensée architecturale, dans une matière nourricière de la pensée architecturale et évidemment du fait constructif, on y reviendra bien évidemment. Donc, le titre du petit opus, Faire, c'est dire, c'est cette interrogation-là, c'est-à-dire comment peut-on faire au-delà du fait d'énoncer les choses. Mais bon, l'énoncement est quand même le point de départ. En fait, vous partez tous du même endroit, vous le dites de manière évidemment différente, avec des sensibilités différentes, mais en réalité, vous partez du même endroit. D'ailleurs, c'était l'objet de la collection. Hein. Enfin, tout à fait clair, rien n'est tout à hasard. Frédéric Bonnet, vous dites un peu plus loin dans votre livre qu'il nous faut reconsidérer les dispositifs invasifs issus du théorème de Caterpillar. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que cet objet, hein, ce sont des énormes machines à chenilles. Hein, oui. Hein, c'est devenu, c'est un peu comme frigo, quoi. C'est devenu un en soi, Caterpillar. Et donc, est-ce qu'on peut en parler de ça, du théorème de Caterpillar? Parce que je suis pas sûre qu'ils aient fait le théorème Caterpillar. Alors, j'espère que c'est assez clair dans le livre, néanmoins, parce que c'est un élément très important. C'est-à-dire que Caterpillar, effectivement, ça fait référence à la marque des grosses machines excavatrices, bulldozers, etc. Pas à l'animal. Caterpillar, en vrai, c'est une petite chenille. Enfin, c'est une chenille, ça se traduit par chenille. C'est parce qu'il y a des chenilles au Caterpillar que ça s'appelle comme ça. Et qui est une marque qui est déjà plus que centenaire. Enfin, c'est des choses qui datent du début du XXe siècle, mais qui ont eu des effets d'accélération très vifs
à la fois avec notre capacité à développer des machines extrêmement puissantes et avec une énergie qui est somme toute assez peu onéreuse par rapport à l'effet qu'elle produit, qui ont un peu développé, installé quelque chose qui est toujours présent. Enfin, ce que tu disais sur le retard des architectes sur la question, je pense qu'on peut le généraliser, c'est assez vrai. Moi, c'est quelque chose que je ressens quand même assez fréquemment. Sur l'idée qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. En fait, qu'il n'y a pas de limite, parce que de toute façon, on peut le faire. Donc, si on peut le faire, faisons-le. Puisqu'on a la puissance technique, on peut développer une énergie considérable pour, je sais pas, combler des rivières, creuser des collines. Ça pose, c'est parfois présenté comme une difficulté technique, mais en réalité, avec les moyens dont on dispose, c'est à peu près possible de faire ce qu'on veut. Et donc, il y a eu cette installation du fait que le sens de la mesure, la question de la mesure, en fait, n'était pas une question de responsabilité plus que ça, tant que la technique permettait de réaliser la transformation du terrain. Donc moi, ce que je développe dans l'histoire de la Terre qui reste, là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on sent que malgré les chiffres, malgré quand même une conscience, j'allais dire, politique au sens large, c'est-à-dire plutôt du côté des citoyens que du côté des principaux responsables, statistiquement parlant, je veux dire, le fait qu'on est très invasif, qu'on consomme en fait non seulement des ressources, mais aussi de la terre. Et donc, consommant de la terre, c'est de la biomasse, c'est de la biodiversité, on fragilise toute une série de choses. Et on le fait parce que, effectivement, on a les moyens de le faire techniques. Et donc, le théorème du Caterpillar, c'est que pendant longtemps, en fait, la seule chose qui fixait la limite, c'était ça. Et donc, je pense qu'il est temps d'y songer aujourd'hui. Et ça se met en balance avec une autre tendance qui est très développée notamment chez les jeunes générations, parce que j'enseigne, donc on voit bien le désarroi parfois d'une partie croissante, j'allais dire, des étudiants et étudiantes qui disent, mais finalement, est-ce que c'est vraiment bien de faire de l'architecture? Parce qu'il y a cette interrogation. Parce que l'architecture, c'est forcément extractiviste, c'est forcément un rapport au pouvoir, c'est forcément quelque chose qui détruit. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'écologues pensent. Moi, j'ai assisté à des jurys de thèse au muséum d'un jeune écologue qui disait « Moi, j'habite la campagne parce que la ville, c'est la mort, quoi, en gros. Et en gros, construire, c'est mal. » Voilà. Donc, en gros, il ne faudrait plus rien faire, plus rien transformer, plus rien bouger, plus rien déplacer, plus rien améliorer, plus rien... Enfin, il y a une espèce de panique qui conduit à plutôt un récit de l'inaction. Et moi, je pense que autant, en fait, il est nécessaire de se concentrer sur une réinterrogation profonde de notre capacité technique et de la manière dont elle s'oppose, en fait, au milieu et à toute une série de choses, autant on ne peut pas se contenter de l'inaction. Ce n'est pas possible, en fait, parce que ne serait-ce que pour s'adapter aujourd'hui et pour réparer, en fait, les environnements qu'on a créés, qui ont besoin d'une réparation. Pour la réparation, il faut de l'action, en fait. Donc il faut se remettre en capacité d'action, mais évidemment de manière différente de celle qu'on a fait jusqu'à présent. Et l'accélération dont je parlais, juste, je ne veux pas être trop long, mais ce qui est surtout important de bien comprendre, c'est que cette question du Caterpillar, elle est parce qu'on a l'impression que l'artefact et la question coloniale, coloniale au sens extractiviste, c'est-à-dire de dire on a besoin de charbon, on va le chercher, on a besoin. Effectivement, c'est des choses qui datent depuis très longtemps, qui sont très anciennes. Mais l'accélération, il suffit de voir les cartes IGN, les cartes, en 1900, en 1930, en 1950, en 1960, en 1970, tous les 10 ans. En fait, il y a un moment donné, à partir de l'après-guerre, et voire même des années 60, il y a une sorte de... C'est comme quand on renverse le verre. Au début, ça fait une petite goutte, puis tout d'un coup, ça fait... Mais c'est exponentiel. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé réellement, la destruction quasi générale, en fait, des milieux, ça date des années... C'est mon âge, en fait. C'est mon âge. C'est-à-dire que moi, je suis né en 65. Dans les années 50, il y avait encore... Le ratio, c'est de 1 à 100, en fait, de l'artificialisation du sol.
Je parle des pays d'Europe, c'est évidemment différent dans d'autres endroits. Donc l'effet de l'accélération, il est très très récent. Oui, bah, il est effectivement. Il est Enfin, vraiment très récent à on l'échelle. a toutes les courbes de Will Stephens Ouais. sur justement la corrélation entre les effets biophysiques et en même temps l'explosion de nos modes de vie dans différents domaines. Donc on voit bien ça. On voit aussi, on a lu Le Printemps silencieux de Rachel Carson. Là, je pense à vous, Léa Mosconi, qu'elle publie en 62 et dont elle donc voit, observe et étudie les impacts toute la transformation de l'agro-industrie et des effets délétères sur les milieux, les autres vivants que nous, et nous aussi d'ailleurs, puisqu'on ne savait pas à l'époque à quel point on aurait des cancers aujourd'hui, donc tout ça est relié. Mais si je rebondis sur ce que vous venez de dire, Frédéric Bonnet, pour emmener Léa Mosconi et Alain Margaz dans la conversation, c'est sur cette question de, OK, la sidération, quand on prend la mesure de l'état du monde, et donc derrière, pour sortir de cette sidération, l'action. Et quand il s'agit du domaine de l'architecture, construire, ne pas construire. Vous avez dit réaménager, aménager, entretenir, on pourrait dire plein d'autres mots. Et je voudrais, et donc vous avez répondu sur le fait que oui, il fallait continuer à agir. Hein, je voudrais entendre Léa Mosconi et Alain Vargas là-dessus, par rapport à ce poids de l'architecture, à ce qu'elle entraîne en termes métaboliques global. Et donc, voilà, faut-il, et puis peut-être pour répondre aussi, parce que vous êtes également enseignante, à des questions que peuvent se poser la jeune génération sur ce vaste débat. En effet, il y a juste une petite chose qui me semblait importante. Je rejoins complètement Frédéric Bonnet sur la grande accélération qui est documentée et qui est effroyable. Et en même temps, on a l'impression que l'idéologie qui la rend possible, elle est quand même très, très liée à la fin du XVIIIe siècle, et avec tout à coup, à un moment donné, d'une idéologie du monde industriel qui est en préparation et qui va construire tous les outils pour qu'on puisse, 250 ans plus tard, connaître cette grande accélération. Et je pense que la question de l'idéologie, elle est hyper importante pour aborder ces effets qui sont en effet assez récents. Moi, je suis confrontée aux mêmes étudiants et étudiantes que toi, où en effet, il y a cette question. Une fois, une étudiante m'a dit, mais qu'est-ce que ce serait qu'une architecture de la décroissance ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est un oxymore ? Est-ce que finalement, être dans une société de la décroissance, ça implique de ne plus construire, de construire autrement. Moi, j'aime bien dire, alors là, c'est plus personnel, mais avec Henri Bonny, qu'on est des architectes d'entretien. De se dire que, quelque part, il y a quand même un enjeu, en effet, à prendre soin des bâtiments, parfois, en fonction des usages des habitants, de les étendre, de les surélever, de les ajuster, de les réparer. Et puis que c'est toujours... Comment dire ? J'ai parlé d'idéologie tout à l'heure, je suis toujours très gênée quand tout à coup il y a une chose qui prédomine, une idéologie qui prédomine et qui quelque part gomme la diversité des situations. Et ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure entre vivant et énergie, je ne pense pas qu'il faille dire qu'il faut plus isoler par l'extérieur. C'était pas du tout mon propos. De même que je pense qu'il y a des situations où il y a des enjeux sociaux ou autres et qu'il faut construire des logements et autres. Et puis par moment, en effet, accepter des situations où on ne construit pas, ou moins, ou différemment, quoi. Moi, c'est un constat, c'est-à-dire que j'ai eu une carrière professionnelle d'une 40aine d'années durant laquelle on a essayé de construire une approche conceptuelle d'une part, mais aussi concrète des choses. C'est-à-dire comment on fait tous les jours pour, lorsqu'on est de plus en plus conscient, et cette conscience, je n'aurais pas la malhonnêteté de dire qu'elle était aux origines, elle est venue avec le temps aussi, et la conscience que nous-mêmes avions des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc cette action-là, au bout de tout ce temps, avec toute cette période assez longue de mise en place, par exemple, de toute une approche éco-constructive, bon, ça a été un gros sujet pendant les dernières décennies, construire mieux, plus éthique, plus responsable, plus respectueux dans la mesure de ce qui est possible de faire, toujours, puisqu'on sait qu'on évolue dans un environnement
où je dirais, les forces dominantes ne sont pas tous les jours du bon côté, on va dire. Et donc, quel constat faire de tout ça? C'est-à-dire, et le constat que j'ai fait, moi, en fin de carrière quasiment, c'est que les questions d'éco-construction ne sont qu'un petit aspect des choses, un tout petit aspect des choses. Et finalement, il fallait le faire, mais ça n'est certainement pas suffisant. On s'en rend compte tous les jours. Et donc, quand on fait ce constat, d'autant qu'aujourd'hui, si on parle des pays européens, il y a toute une réglementation qui s'est installée, qui a quand même promu de façon assez importante des approches plus responsables d'une manière générale. Donc, à minima, si on respecte la réglementation, on est à peu près dans les clous de ce qu'on pourrait appeler une approche éco-constructive viable. Mais on s'en rend compte, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce que ça signifie, par contre, notamment dans la pratique du projet, dans l'enseignement du projet? Je m'adresse là aussi aux enseignants, j'ai fait un peu d'enseignement aussi, mais on se rend compte que ça implique une révolution conceptuelle totale, en fait. Ne pas abandonner, bien sûr, les questions de construction, d'éco-construction, au contraire, continuer à essayer de les promouvoir, mais par contre, penser le projet d'architecture et le projet d'urbanisme et le projet de paysage avec d'autres données conceptuelles. Alors, quand je dis concept, je ne vais pas chercher Deleuze ou Guattari, voilà, une matière nourricière du projet qui fait qu'on peut dépasser cette simple question de l'éco-construction. Et donc, moi, j'ai essayé de dresser quelques pistes dans le petit fascicule qui réinterrogent y compris l'histoire de l'architecture, l'histoire de la fabrication des projets, et notamment du mouvement moderne, qui nous a quand même, là aussi, amené avec une grande part de responsabilité là où nous sommes. Je ne rejette pas le mouvement moderne, bien évidemment, sur tous ces aspects, mais on peut être critique, et il nous faut être critique. Alors j'aborde différents thèmes dans l'ouvrage, bien sûr, par exemple, préserver la ressource. Bon, préserver la ressource, quand on est architecte, comment fait-on, quoi, enfin, d'une certaine manière, parce qu'à chaque fois qu'on construit quelque chose, on assemble de la matière, on la met en place, on la déplace, on la transporte. Donc ça interroge déjà plein de questions, la question et ça rejoint vos préoccupations, et tu en parles aussi dans ton ouvrage, la question de l'économie du sol. Voilà, déjà la première question qu'un architecte doit se poser, mais un maître d'ouvrage et l'ensemble des acteurs, doit-on continuer à consommer du sol, quoi. Donc, et quand je dis consommer, tu en donnais des exemples cartographiés, visiblement. Voilà, et donc tout faire, on le sait aujourd'hui, pour préserver, entretenir, réparer, nourrir un sol qui doit rester nourricier, qui doit rester aussi quelque chose qui redonne plus de place au vivant, dans toute son acception, et évidemment aux vivants non humains prioritairement aujourd'hui, puisque finalement c'est ce qui pâtit le plus de nos actions ces dernières décennies ou ces derniers siècles. Donc la question du sol, la question de la matière, de la ressource, puisque je commençais avec le poids des choses, c'est-à-dire toute la matière qu'on consomme, c'est la matière, c'est le sujet premier de l'architecte, la matière. On manipule, on met en forme, on organise cette matière pour servir des usages, des besoins, et ainsi de suite. Mais pour préserver cette matière et pour essayer de ne pas la surconsommer ou de pouvoir éventuellement la recycler, la réutiliser, ça implique une révolution conceptuelle du projet aussi. C'est-à-dire que j'illustre toujours alors c'est pas prosélyte, excusez-moi, mais on prend l'exemple du béton armé. Le béton armé est quelque chose qui est une matière fusionnelle, donc à défusionner, c'est extrêmement difficile. Donc construire en béton aujourd'hui, c'est assumer le fait qu'on aura du mal à recycler les matériaux qui ont permis ça, évidemment, à nouveau, les questions d'énergie, et ainsi de suite. Donc ça essaye de suggérer que sans doute on peut retrouver des modes de construction qui soient plus proches d'assemblage non fusionnel. Alors je fais référence évidemment à la charpente, c'est un sujet qui me travaille depuis des années, mais qu'elle soit métallique ou en bois, c'est pareil. Donc un assemblage non fusionnel, on le monte, on le démonte, on peut réutiliser des pièces, on peut réutiliser la matière.
on a les moyens pour le faire. Il y a des stratégies, effectivement, qui ont ces dernières décennies, qui ont essayé d'essaimer, notamment dans le domaine du design, avec un ouvrage qui avait fait un peu parler de lui à une époque, là, qui s'appelle C2C, Cradle to Cradle, et qui essaye de nous faire prendre conscience qu'on pourrait considérer la matière comme une sorte de compost qu'on réutilise en permanence. Alors sous certaines conditions, on le sait bien, parce que on peut pas prendre la matière comme ça et simplement la transposer. Il y a aujourd'hui tellement de règles, tellement de normes qui imposent aussi de se réinterroger. C'est extrêmement difficile le recyclage de matériaux aujourd'hui, ne serait-ce que d'un point de vue réglementaire. Donc ça signifie aussi de peu transformer la matière. Donc c'est pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de l'industrie transforme en permanence cette matière, la complexifie, fait des mélanges d'acier, de matériaux différents. On voit bien même aujourd'hui construire en terre. Aucun bureau de contrôle ne vous laisse construire en terre si vous mettez pas du ciment dans la terre. Donc la merveilleuse idée qui consisterait à dire bon, on a construit ça, mais on dépose tout, on peut réutiliser la terre et recommencer, ça fonctionne pratiquement pas, quoi. Donc, et je passe sur les questions de filières, de recyclage qui ont du mal à exister, ne serait-ce que d'un point de vue économique. Et puis il y a d'autres choses qui considèrent aussi que, par exemple, l'espace construit est une ressource dont on se sert assez peu finalement et assez mal. On se rend compte que vous prenez une collectivité comme la ville de Lyon, la métropole, ils savent pas trop ce qu'ils ont comme bâtiment même et ce qu'ils peuvent en faire. Donc c'est quand même assez étonnant, mais il y a des sujets sur lesquels voilà, on n'a jamais réfléchi à ce qu'on pouvait faire dans la matière, ne serait-ce que sans même le rénover, sans même le réhabiliter. Mais c'est vrai des espaces publics, c'est vrai des bâtiments, c'est vrai des équipements publics, ce genre de choses. Voilà. Et un des derniers points que je développe, c'est là pour le coup, c'est une remise en cause. On va dire du mouvement moderne, évidemment, mais sur la question du fonctionnalisme. C'est-à-dire qu'il faut reconsidérer la question du fonctionnalisme en architecture et penser être capable d'imaginer pour demain une architecture qui soit non pas dysfonctionnelle, hein, il ne s'agit pas de faire des bâtiments qui ne marchent pas, mais par contre des bâtiments qui ne soient pas strictement dédiés à des usages spécifiques et qui en plus sont appropriés pour ces usages spécifiques, ce qui fait qu'on se rend compte qu'il y a énormément de bâtiments publics, par exemple, qui ne servent pas vraiment 50% de leur... Enfin, 50 c'est un peu fort, mais une part importante du temps, voilà, donc ça implique aussi une gestion dynamique de ces équipements, c'est plus compliqué, des questions d'assurance, bon voilà, mais c'est un sujet en soi qu'il faut réinvestir parce que justement il faut arrêter de construire des mètres carrés qui ne vont servir que partiellement et qu'il faut pouvoir en diversifier les usages. Donc conceptuellement, ça va à rebours de l'enseignement de l'architecture de ces dernières décennies, on va dire, puisque aujourd'hui, dire à quelqu'un qu'on fait un bâtiment qui n'a pas une vocation fonctionnelle en tant que tel, pas facile à faire entendre, mais bon, on peut expliquer. Et il y a des expérimentations qui sont intéressantes, voilà, sur lesquelles il faudrait continuer à gratter d'une certaine manière pour essayer de gérer comment dire, une économie de l'espace global, voilà, pour en permettre l'utilisation pleine et entière, une optimisation, voilà, de l'espace bâti, des constructions. Ce sont des pistes, voilà, de travail que j'essaye de fournir. Mais peut-être ce que vous dites, c'est quand même totalement corrélé à des questions de société, pas simplement d'architecture. Enfin, ça marche ensemble, hein. Parce que si on pense à la question de la réserve que peut être un certain nombre de bâtiments ou de bâtiments qui sont dédiés à une fonction. Je pense par exemple, je vais prendre un exemple très concret qui fonctionne à peu près dans toutes les villes françaises, en tout cas autant à Paris qu'à Lyon. Si je prends la question des écoles, il y a des écoles dans tous les quartiers, quel que soit leur niveau de résistance aux terminalités, peu importe, c'est pas le sujet. Et on sait aussi que la pression immobilière est telle dans les villes qu'il y a chaque année, Paris, Lyon perdent des enfants. Enfin, perdent des enfants au sens où des enfants ne se réinscrivent pas, puisque, je ne vais pas effrayer les parents, ils ne perdent pas les enfants, non pas du tout, mais
il y a chaque année un nombre de parents qui s'installent ailleurs parce qu'ils n'arrivent plus à se loger, par exemple, à Lyon ou à Paris. Et donc, forcément, ils emmènent leurs enfants, ils ne perdent pas. Et donc, ils sont inscrits ailleurs, etc. Donc, si on prend juste ce programme-là, qui est un programme qui existe dans toutes les villes et qui existe depuis longtemps, et qui existe dans tous les quartiers, dont on sait qu'il n'est déjà pas occupé toute l'année puisque les week-ends, les vacances scolaires ne sont pas utilisés, etc. On pourrait penser que demain, d'autres salles de classe ou écoles vont être disponibles. On pourrait penser que ce sont des réserves urbaines assez formidables, peut-être pour la biodiversité aussi. Et je mets les enfants dans la biodiversité, bien sûr, pour filer le truc, puisqu'ils sont vivants. Mais que là, on voit bien. Mais tout ça implique une révolution culturelle, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends la question de ce programme ancien qui est l'école, ça veut dire mettre autour de la table des acteurs qui sont bien au-delà de ceux de la politique de la ville ou des architectes, qui sont les éducateurs, etc. Donc ça, c'est une révolution dont vous parliez tout à l'heure. Donc ça, c'était pour rebondir à ça. Et dans ce que vous venez de dire, Frédéric Bonnet, vous dites qu'il faudrait aussi entreprendre l'inventaire des ressources. Mais ça rejoint un peu ça, hein, cette question d'inventaire. Bah, effectivement, il y a la question de la connaissance de ce qui est éventuellement disponible et pour être réparé, réutilisé. Il y a notamment, je pense, les infrastructures qui sont une source vertigineuse de sol, parce qu'elles sont souvent complètement surdimensionnées. Enfin, je veux dire, donc il y a une part très importante donc il y a des villes qui commencent déjà à réutiliser les sols qui étaient dédiés au problème de la voiture, par exemple, le problème de l'automobile, qui, par ailleurs, c'est lui qui a rempli les cartes, hein, parce que quand les gens travaillaient avant, ils n'avaient pas de voiture, donc il fallait qu'ils travaillent à côté de là où... Enfin, ils habitaient à côté de là où ils travaillaient, forcément. Hein. Quand il n'y a pas de voiture, vous ne faites pas 50 km pour aller travailler. Donc il y a cette question liée à l'automobile qui a complètement diffusé l'urbanisation. Ça, c'est une des raisons principales. Qui fait les gaz à effet de serre, c'est une chose, mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'automobile est extrêmement consommatrice de sol. C'est-à-dire que c'est pas du tout efficace, comme c'est un système qui est très efficace du point de vue de la liberté de mouvement, jusqu'à un certain point d'ailleurs, parce que quand il y a une congestion, après ça devient plutôt inefficace, mais qui est très consommateur de sol par rapport à l'effet réel quand on l'évalue scientifiquement, puisque tu parlais de... Donc ça produit énormément de données. Puis après, il y a effectivement ces questions d'usage et d'une tradition en fait qui est héritée du fonctionnalisme, effectivement, mais pas uniquement. Je pensais des choses qui existaient déjà avant, parce que c'est apparu aussi au 18e, cette question du fait qu'il y ait des programmes, quoi, et qu'à des programmes correspondaient des types et des plans qui correspondaient à un musée, c'était un musée, etc., etc. Et qui fait que, évidemment, tout ne peut pas être dans tout. On ne peut pas faire que des grandes halles qui servent alternativement de musées, de gymnases, d'écoles et de logements. On est bien d'accord, il faut des variations. C'est même essentiel qu'il y ait des variations. Mais la nature de ces variations pourrait être beaucoup plus large que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est un champ c'est un champ de recherche qui est intéressant, qui est un champ de recherche spatial et constructif et sur les dispositifs, mais qui, effectivement, comme vous le disiez, un champ d'expérimentation sociale, quoi, de questions réglementaires, culturelles, d'organisation, enfin d'organisation, quoi. En fait, notre capacité de nous organiser, qui va bien au-delà de l'architecture, sur le rapport à l'institution, le rapport à la responsabilité. La question de la responsabilité, je pense qu'il faut la prendre très, très sérieusement. C'est-à-dire que c'est pas juste, il y a la réglementation, c'est un truc qui nous empêche de penser, et puis il y aurait tout d'un coup une liberté. En fait, s'il y a des réglementations, c'est parce qu'il y a des questions de responsabilité. C'est une manière de retranscrire les questions de responsabilité. Et des questions d'assurance. Voilà, et qui vont avec. Enfin, et du coup, la question de la responsabilité, c'est des questions d'engagement personnel, c'est des questions économiques, c'est des questions d'organisation entre personnes, quoi, entre groupes de personnes, qui sont des questions qui vont bien au-delà de l'architecture et qui sont aujourd'hui, ça commence petit à petit à changer, mais qui sont quand même figés assez souvent des choses où il y a des frictions, en fait, quand on cherche à changer un petit peu les cadres, c'est souvent là que ça coince, quoi. En fait, quand on Puis ça pose demande la question peut-être qui est responsable, qui paye, quoi.
Ouais, puis peut-être ça demande à réinventer des systèmes de gouvernance hybrides. Parce que on est encore beaucoup organisé en silo. Hein, chaque, on va dire, institution ou typologie d'institution est organisée plus ou moins verticalement, mais enfin quand même beaucoup verticalement. Et là, ça demanderait du trans. Hein, c'est-à-dire l'éducation nationale qui travaille, si je reprends mon petit exemple des écoles, qui travaille avec la ville de Lyon, qui travaille avec l'architecte, qui travaille peut-être avec les commerçants du quartier, enfin j'en sais rien, l'association X ou Y, etc. Donc ça demande une autre manière de se parler. C'est-à-dire que la friction, elle peut être assez fertile finalement, si tout le monde est d'accord pour se mettre autour de la table. Mais c'est ça, il me semble, hein, la grande révolution aussi, d'une certaine manière. Et souvent, je pense que ça préexiste, c'est-à-dire qu'il y a des choses, quand on regarde la réalité de ce qui se passe dans les organisations, pas les auto-organisations, mais en tous les cas dans les manières dont les gens arrivent à se débrouiller, souvent, ça va bien plus loin que la dimension institutionnelle ou voire même la capacité du politique, au sens décisionnaire du terme, à imaginer des alternatives, en fait. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est pour ça que c'est bien d'être très attentif et impliqué, de comprendre en fait ce qui se passe réellement sur le terrain, parce qu'en réalité, il y a une capacité de corriger en fait des effets de certains dysfonctionnements bien plus grande qu'on l'imagine en fait. Mais de manière générale, mais c'est ce que on raconte souvent. Moi, ce que je constate sur les questions écologiques, par exemple, c'est très ambigu parce que c'est pas, on va dire, politiquement, quand on regarde le résultat des élections, on se dit finalement c'est un peu la cata. Mais en réalité, quand on écoute et parce que souvent l'avantage ou le désavantage des architectes, c'est qu'on se retrouve toujours plongé avec des habitants, des assos, des gens divers et variés, de toutes sortes, des acteurs économiques, peu importe, et qu'on écoute, qu'on regarde à peu près ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que la demande citoyenne, elle est très, 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 très supérieure. La demande citoyenne d'alternative est extrêmement supérieure à l'offre politique. C'est-à-dire toutes couleurs politiques confondues. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes sur notamment les questions environnementales ou les questions de cohabitation, etc., qu'il y a d'offres politiques capables d'apporter des solutions et de prendre des décisions courageuses en face. C'est ce que je constate. Moi, je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là. De ce point de vue-là ? Ouais, j'ai l'impression que par exemple, la question de la voiture, le discours qu'on entend dominant, parce qu'il est relayé par les médias, c'est que, en gros, les écolos sont contre la voiture et ça fait chier tout le monde parce qu'en fait, les gens ordinaires, normaux, ils ont besoin de leur voiture. En réalité, quand on entend, y compris les gens ordinaires, ils ne rêvent que d'un truc, c'est d'avoir moins besoin de leur voiture. C'est-à-dire que simplement, ils sont piégés, ils sont dans un truc abominable. C'est pas parce qu'ils aiment la voiture, contrairement à ce que disait notre président. C'est parce qu'en fait, il y a un moment donné, c'est la condition de leur survie dans un système qui est... Mais si, à un moment donné, on organise les choses où on leur permet, en fait, de se débarrasser d'une voiture, ils sont très contents de se débarrasser d'une voiture, en fait. Donc, cette question du rapport à la voiture, par exemple, aujourd'hui, elle est complètement perçue de manière inverse par rapport à ce qu'on perçoit réellement, en fait, quand on discute sur le terrain avec les citoyens, en fait. C'est le sentiment que j'ai, en tous les cas. Donc, du coup, ça ralentit beaucoup les transformations. Mais ça, c'est une question de société plus générale. Mais je pense qu'on parle de ça, en fait, des questions de société. Et donc, il y a un impact sur la question de l'aménagement de l'espace. Bien sûr. Et si... Oui, qui a été conditionné, comme vous le disiez, avec la question de la voiture, l'infra. Enfin, on voit bien, on est ici un pays de pavillons, etc. Enfin, la voiture a permis cette colonisation, on va dire, a permis de faire des fortunes, bien sûr, mais a permis une colonisation du territoire. Au détriment, justement, je vais revenir à Léo Mosconi, au détriment de la biodiversité, parce que ce sol dont on parle, ce sol dont vous parlez tous, cette zone critique qui nous abrite et qui nous nourrit, et a priori, voilà, on l'a notre espèce, on a fait son terrain de jeu favori et a donc pour ça écarté toute une série de vivants jusqu'à des destructions massives. On le voit, c'est pas simplement les moineaux qu'on n'entend plus à Paris, même si je pense que les moineaux rendent des services, nous rendent des services, c'est qu'on a écarté de nous cette
la vie. En fait, soyons assez clairs. En fait, c'est une question de vie. Et Léa Mosconi, est-ce qu'aujourd'hui la ville, au sens de son anthropisation massive, son type d'architecture, mais surtout son infra, hein, enfin, et le peu d'espace libre qu'elle laisse en proportion, où est-ce qu'il est possible de reconquérir une cohabitation, on va dire, fertile avec ces autres vivants dont nous sommes dépendants aussi? Ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais d'un grand mouvement d'idéologie, je pense que c'est important à comprendre aussi pour voir ce qu'il est possible de faire et les pistes qu'on peut ouvrir. Quand on regarde tout le processus, on va dire, de modernisation, tout le front de modernisation qui s'est appuyé sur l'industrialisation, on voit qu'il y a une sorte de processus, alors le mot n'est pas très joli et c'est ce que j'emploie dans le texte, de désanimalisation de la ville et des territoires. Et en fait, on voit qu'avec le projet de la modernité, donc au sens large, pas seulement du mouvement moderne, et c'est ce qu'explique très bien d'ailleurs Bruno Latour, c'est qu'il s'agit aussi de s'écarter d'une animalité qui est vue comme étant quelque chose d'archaïque et pas du tout raccord, on va dire, avec le projet moderne, et dangereux. Et je pense que c'est un héritage très fort, que ça a aussi colonisé nos imaginaires et que ça a participé à construire une ville hygiéniste, sous contrôle, avec des façades lisses et tenues, avec aussi de manière plus large, un aménagement du territoire qui est dans cette idéologie-là, et puis même la gestion des parcs et des jardins et autres. Donc, il y a un enjeu de penser des dispositifs qui soient plus poreux à la biodiversité, aux vivants, mais il y a aussi un enjeu, presque d'imaginaire pour permettre que ce vivant soit acceptable. Je peux prendre un exemple. J'étais à une table ronde l'année dernière à la Biennale du Vivant à Blois, et on était avec plusieurs, il y avait des politiques qui étaient là, c'était très intéressant, et plusieurs politiques très engagés disaient, mais en fait, quand moi, dans ma ville, je laisse, que ce soit, alors je prends l'exemple le plus simple, mais des pieds d'arbres, ou je pense une autre végétalisation des cimetières ou autre, et ben les habitants vivent ça. Pas tous, il y a beaucoup d'études qui montrent que aussi c'est lié parfois aux classes sociales et autres. Et il y a des habitants qui vivent ça comme un déclassement. Il y en a des habitants qui ne se sentent pas respectés d'avoir des manifestations d'un vivant qui est pensé comme non entretenu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un enjeu de penser des dispositifs qui est hyper important, mais il y a aussi un enjeu, il me semble, de construire des imaginaires qui rendront ces dispositifs appropriables et qui permettront aux habitants d'être des vrais alliés. Et si on fait des pieds d'arbres, mais que tout le monde trouve ça et a l'impression que c'est une sorte de manque de respect, que la ville n'est pas entretenue et autres, et ben ça ne fonctionnera pas. Et donc, dans les dispositifs heureux, il y a évidemment la création des mares. Alors là aussi, les mares... alors j'ai honte de parler à côté de toi qui connaît... qui est dans l'aménagement de la ville, du territoire, de dire des... J'espère que je ne vais pas dire des... Pas plus que ça, les mares. Mais... T'es pas spécialiste des mares, mais... Non, t'es pas spécialiste des mares, mais sur des questions plus urbaines, je fais attention en tout cas à ce que je dis. Des mares, et ce que je trouve très beau, c'est donc en parlant avec les écologues qui ont à Paris fait en gros d'abord mis une vingtaine de mares pour faire une expérimentation, fait des relevés et vu, et après on généralisé. Et en fait, la mare, elle est intéressante si elle est à moins de 500 mètres d'une autre mare, s'il y a des maillages qui se créent. Et ce qui est assez beau là aussi comme idée, après un front de modernisation qui a fonctionné par grands gestes virils et forts, tout à coup, il y a des dispositifs du vivant. Et c'est ce qui est assez joyeux quand on parle avec des écologues ou des naturalistes, de voir que certes, il y a des chiffres qui sont accablants, mais en fait, il y a aussi des dispositifs qui, très vite, en une dizaine d'années, apportent, je vais pas trouver le bon mot, mais permettent d'ouvrir des pistes heureuses, les mares, les continuités. On pourrait parler de plein d'actions, et ces actions, elles existent, elles sont documentées, elles sont montrées, mais je pense qu'à côté de ces actions, il y a aussi tout un travail, je ne sais pas si pédagogie c'est le bon mot, mais en tout cas de construire des imaginaires qui montrent des appropriations du vivant dans la ville comme des choses heureuses, joyeuses et belles aussi. Je trouve que, ça a été dit, mais c'est souvent le cas dans
sur plein de questions. En fait, il y a une bataille culturelle qui est à mener pour redonner du sens à des choses qui ne doivent pas rester que des données quantitatives, chiffrées, fussent-elles édifiantes. Et c'est cette bataille culturelle qui est difficile. On le voit bien, on vient de passer quelques mois là, de période électorale. On voit bien que la bataille culturelle, elle est frontale sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, voilà, on va continuer à faire des actions, je dirais, positives, favorables et respectueuses du monde dont on a besoin pour continuer à vivre. Et puis, il y a des gens qui vont arracher les arbres et supprimer les pistes cyclables parce que ça correspond pas culturellement à leur électorat et que finalement, les feuilles, c'est pénible parce que quand ça tombe, ça bouche les égouts. Enfin, donc, c'est une vraie bataille de fond. Comment la mener? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi la valeur, c'est pour ça que je parle de faire, les architectes, les urbanistes, les paysagistes ont cette responsabilité. C'est-à-dire, il faut y aller, quoi. Il faut faire sans arrêt, il faut essayer de démontrer ce qui peut marcher, passer par l'exemple et évidemment se nourrir aussi des contre-exemples parce que malheureusement, il y a aussi des choses qui dysfonctionnent. Moi, j'ai souvenir il y a quelques années d'un ensemble immobilier en Chine qui avait les façades étaient entièrement végétalisées et les gens ont fui leur logement parce qu'ils se faisaient bouffer par les insectes, quoi. Donc, il y a aussi des choses qui sont pas évidentes à valoriser en tant que telles, quoi. Donc, il y a un débat qui est bien plus large. C'est un débat culturel, c'est un débat, démocratique. La question a été évoquée. Qui donne son avis, qui est pris en compte dans, je dirais, les politiques d'aménagement. On a tous fait je dirais un peu d'urbanisme là aussi pour se rendre compte que souvent dialogue avec les habitants, c'est plutôt de la communication que du réel dialogue. Bien souvent, il y a des contre-exemples là aussi, heureusement. Ça dépend des échelles, mais les grands projets, voilà, quand on voit comment se passent les consultations en amont des grands projets, ça laisse sceptique sur le champ démocratique, quoi. Et quand en plus il y a des conventions citoyennes qui sont lancées, ce genre de choses, et qu'à la sortie, ce qui est proposé n'est pas pris en compte, ben voilà, la bataille culturelle, elle est perdue là aussi sur ce terrain-là. Donc, ah oui, alors cet élan très 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 pessimiste, comme toujours. je le calmerai par une chose. D'abord, ici, on est dans un lieu qui est un archipel qui vient de médiatiser quand même depuis plusieurs mois la question des contre-projets et la question des luttes. Et puisque, Léa Mosconi, vous avez évoqué l'histoire, il me semble, sans trop me tromper, pouvoir dire que tout est question de lutte. Les droits des personnes racisées ne leur ont pas été donnés, les droits des femmes ne leur ont pas été donnés, le droit des autres vivants ne vont pas leur être donnés. Enfin bon, on voit bien que tout est affaire de lutte et qu'il y a bien un monde qui persiste. J'ai plus la citation de Gramsci en tête, mais ce monde qui persiste peine à mourir, en gros. Mais il est là. Mais voilà. Alors justement, et là vous avez évoqué la question de la responsabilité de l'architecte. Moi, c'est un truc que j'ai toujours entendu parler, la responsabilité de l'architecte. D'un coup, ça lui donne un énorme poids, une énorme grandeur. Et moi, je me pose la question de sa petite responsabilité dans l'ensemble du système. Et je pense qu'il gagnerait l'architecte à être un peu allégé par ce poids que je trouve finalement assez archaïque. J'aurais pu trouver d'autres figures, parce que quand je regarde, si on considère l'ensemble de la chaîne métabolique dont on parlait tout à l'heure, de la construction, donc de l'extraction jusqu'à la livraison d'un bâtiment, hein, la transformation des matériaux, etc., etc., à quel endroit l'architecte peut-il peser dans cette énorme chose qui va de l'extraction des ressources, leur transformation, leur transport, leur mise en œuvre, la réflexion, etc. Et je pense que l'architecte gagnerait, il me semble aujourd'hui, à s'alléger en termes de responsabilité et à plutôt penser qu'au partage de la responsabilité du poids métabolique. Je vous jette sans pâture. Non, mais moi, je trouve que c'est un peu provocateur ce que oui. tu dis, mais Oui.
Mais je suis d'accord. C'est-à-dire que de toute façon, l'architecte, l'architecte en tant que tel, seul, on est très peu présent sur la transformation du monde. Donc, mais par contre, il y a aujourd'hui des processus, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure sur l'optimisme. Malgré tout, il y a des choses qui changent, en fait, qu'il faut arriver à détecter et qui sont des questions collectives, où l'architecte joue son rôle parmi d'autres. Et qui peuvent engager, par exemple, sur les systèmes de ressources, aujourd'hui, moi, il y a quand même des collectivités qui jouent leur rôle en tant que initiateur de politique publique, de réorientation, de réorganisation, en fait, du système des filières, du système des ressources, etc., de manière assez volontaire, au-delà des questions réglementaires, par ailleurs, parce qu'il y a des lois qui cadrent ça, qui sont très mal appliquées, mais grosso modo, au-delà de ça, de manière très expérimentale, dans lequel l'architecte peut avoir un vrai rôle à jouer. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est en tant que professionnel et en tant qu'enseignant, d'arriver à identifier le moment où, en fait, on commence à être pertinent et à jouer notre rôle de manière différente. Ce qui suppose qu'on s'engage plus, il faut être plus engagé, il faut prendre plus de risques, ça c'est sûr. Ce n'est pas forcément une question de responsabilité, c'est une question aussi de dire les choses, de ne pas simplement dire qu'on répond à une commande, mais qu'on est à l'initiative d'une transformation de la commande. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et après, dans la formation, moi j'en parle beaucoup dans mon papier, mais je pense que je ne suis pas le seul, c'est aussi le cadre culturel du futur architecte. En fait, il faut arriver à le transformer complètement avec des apports qui sont beaucoup plus multiples. Et c'est plus que des apports complémentaires à une espèce de bagage scientifique élémentaire. Mais par exemple, ce que je dis là dans le texte, c'est que moi je trouve que sur la question du rapport à la technique, par exemple, ou au rapport à la réalité physique du monde, plus exactement, en fait, les architectes, on les élève aujourd'hui en leur disant, en gros, c'est la statique, la poutre, le poteau, la poutre, le moment et la portée, quoi. En gros, le premier rapport qu'ils ont avec la réalité physique du monde, très souvent, c'est ça. Et ça se voit après quand tu discutes avec les gens. Moi, je pense qu'il faut commencer par le sol, il faut commencer par le vivant, il faut commencer par le climat, il faut commencer par les milieux. En fait, il faut baigner les jeunes futurs architectes de choses qu'ils ont déjà appris au lycée, entre parenthèses, qu'il faut réactualiser, reproblématiser, croiser, etc., pour les amener sur la réalité physique du monde. Sans parler après, de la réalité sociale, c'est aussi pareil. En fait, il faudrait parler de choses de manière différente. Mais ça, à la limite, j'allais dire, les sciences sociales font un meilleur boulot que les sciences dures. De ce point de vue-là, enfin, je veux dire, du point de vue de l'actualisation contemporaine des questions d'aujourd'hui. Et c'est une question culturelle, c'est pas une question de connaissances complémentaires qui nous permet ensuite de nous positionner parmi une grande complexité d'acteurs possibles qui ont tous envie de bouger, parce que tout le monde a envie de bouger, en fait, dans le monde de la transformation. Les jeunes ingénieurs, ils n'ont pas envie de faire les ingénieurs à la papa, façon, je ne veux pas citer de nom, mais les grosses boîtes où le truc, c'était de mettre les tuyaux les plus gros possibles, qui coûtaient le plus cher possible, qui se voyaient le moins possible, histoire qui vient de sortir du monde, de réinjecter le maximum chez les étudiants. 50% des élèves qui sortent des écoles d'ingénieurs veulent bifurquer. Enfin, ils veulent même pas essayer. Donc, c'est général, en fait. Contre 8% chez HEC. Je dis ça, je ne dis rien, mais je remarque que ce pas du tout les mêmes chiffres. Donc, dans tous les acteurs de la transformation, qui sont multiples, y compris les entreprises, qui fabriquent, en fait, tu ne diras pas le contraire, les gens ont envie de faire autre chose Alors après, il y a des inerties, c'est compliqué, chacun a sa vie, ses engagements, ses contraintes, donc c'est pas forcément si facile que ça d'être, entre guillemets, de changer radicalement les manières de faire, mais il y a quand même moi, je trouve que ça bouge. Ça serait malhonnête de dire qu'on subit une espèce de pression qui nous empêche d'agir. Encore faut-il arriver à se positionner. Tu vois, la responsabilité, moi je pense que c'est une responsabilité individuelle qu'à un moment donné, si tu fais un diagnostic et que tu penses que les choses devraient se faire différemment, il ne faut pas te trouver des raisons pour que ce soit les autres qui t'empêchent de faire différemment. Parce qu'il y a beaucoup de raisons, comment dirais-je, de gens autour de toi qui sont capables de faire bouger les lignes et tout ça. Donc il faut arriver à se positionner d'une manière un peu
interactive et expérimentale, en fait, de faire changer le cadre. Cette question de la place de l'architecte, Léa Mosconi, Alain Vargas, peut-être sur cette question de la place de l'architecte aujourd'hui, dans le contexte qu'on vient de dire, j'ai trouvé tout à fait intéressant de parler de par quoi fallait-il commencer avec de jeunes étudiants d'architecture. Est-ce que c'était ce qu'on a connu et qu'on a adoré d'ailleurs, mais de parler plutôt des milieux, Oui. de la zone critique, etc., de cette question de l'habitabilité de la planète, avant d'accéder peut-être à des choses qui sont de l'ordre de la culture constructive de l'architecte, tout à fait respectable par ailleurs. Oui, Léa Mosconi. Si. Moi, c'est vrai qu'on observe, alors est-ce que c'est la manière, ce que fait l'Anthropocène au monde de l'architecture, est-ce que c'est toutes les instabilités qui nous parcourent, mais c'est sûr que la figure de l'architecte auteur, du coup, avec cette surresponsabilité que tu évoques, auteur qui fait un grand geste définitif, fort et puissant, c'est sûr qu'elle est mise à mal, cette figure, et qu'aujourd'hui, dans les débats, que ce soit dans les écoles d'architecture, mais même dans le monde professionnel, de qu'est-ce que ce serait qu'une figure aujourd'hui qui serait en adéquation avec les enjeux sérieux auxquels on est confronté. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette image, cette figure de l'architecte enquêteur, de se dire que l'architecte, en fait, il enquête des situations dans leur singularité, dans leur spécificité, et en fait, il s'outille en comprenant les spécificités du lieu où le projet doit se déployer. Et du coup, il emprunte aussi aux autres champs disciplinaires. Et je trouve que cette figure de l'architecte enquêteur, qui est un peu une figure d'architecte très latourienne, il me semble qu'elle est assez opérante aujourd'hui. Je ne sais pas ce que... Moi, je pense que malgré tout, alors quand on dit l'architecte... Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on sait qu'en France, on n'aura pas le temps. Non, mais voilà, il y a d'autres enjeux là-dedans, parce qu'effectivement, ne serait-ce que, je dirais, la structure professionnelle, on va pas rentrer dans le débat, mais avec des agences qui ont moins de 5 personnes, qui représentent 80 ou 90%, je crois, aujourd'hui. Donc, la question du poids économique de ces acteurs, de la place qu'on leur donne aussi dans la société, et dans le monde de la production qui brasse des millions et des millions et des millions d'euros. Donc, c'est de ça aussi dont il faut parler. Donc, je pense que l'architecte, il conserve son principal rôle, c'est de rester une force de proposition, de compréhension, d'analyse des choses, de transversalité, mais il a cette responsabilité d'être force de proposition critique, c'est-à-dire de ne pas toujours accepter ce qu'on lui demande. On le voit bien aujourd'hui, quand un architecte ou une équipe de maîtrise d'œuvre fait un concours, il y a un programme, c'est établi, il faut répondre au programme. Qui va contester le programme qui a pris des mois pour être élaboré, ce genre de choses? Alors que, justement, on parle d'enquêteurs, mais rien que l'analyse d'un programme en tant que tel, ça dit énormément de choses, des intentions ou des défauts d'intention sur des choses qui restent à construire. Pourquoi construire? Pourquoi construire ici? Pourquoi construire comme ça? Pourquoi est-ce qu'on nous demande de démolir ce bâtiment pour en construire un autre? Et là, l'architecte, il a cette capacité de critique, d'analyser ces choses-là. Il ne devrait pas le faire tout seul. Mais la force est de constater qu'aujourd'hui, il est souvent tout seul pour remettre en question un certain nombre de choses. Et on se rend compte qu'il y a toujours des propositions alternatives qui existent, et qui peuvent avoir du sens. Bon, il ne faut pas lui donner la responsabilité entière, voilà. On peut aussi expérimenter, on doit pouvoir imaginer de la réversibilité. Je parlais tout à l'heure du fonctionnalisme, mais on peut se tromper en tant qu'architecte. Il y a beaucoup d'architectes qui se sont trompés, et j'en fais partie, certainement aussi comme les autres. Sur plein de sujets, on peut se tromper, mais voilà, on a construit un bâtiment qui a coûté tant d'argent, quand je parle pas quand on fait un aménagement urbain, comme ces dernières années, par exemple, on construit des quartiers entiers, en 10 ans c'est construit, on n'a même pas le temps de comprendre comment ça marche, que c'est déjà fini, et donc tout ça intervient. Puis l'autre paramètre qui me paraît quand même déterminant, c'est que c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines, mais les acteurs de l'aménagement sont au cœur d'une problématique économique qui est majeure. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'argent, essentiellement d'argent, et on manipule beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc il y a une responsabilité déjà par rapport à ça. Mais
c'est aussi, ça produit des des forces contraires. C'est-à-dire que c'est un peu comme Margaret Thatcher qui disait, il n'y a pas d'alternative. Hein. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est emballé avec de la production, il faut produire, il faut de la croissance, il faut donner du boulot aux entreprises, il faut construire des tunnels à Lyon, il faut, voilà. Un tunnel. Ouais, bon. Pas des. Et puis un métro, et puis bon, voilà. Donc il faut faire marcher la machine, quoi. Voilà. Et l'architecte, il est sous pression par rapport à ça. Il remet très peu en question ce genre de choses. Donc comment faire? Voilà. Et je pense qu'effectivement, ça repose la question démocratique. C'est-à-dire que l'architecte, il n'est pas seul à décider. Bien souvent, il ne peut pas décider, c'est pas lui qui décide. Mais il a une force de proposition, et y compris dans la possibilité d'animer un débat démocratique qui peut peut-être remettre en question certaines choses ou faire des propositions alternatives. Alors il y a des échelles. C'est sûr que quand je vois le travail que tu fais et ce que tu arrives à faire à des échelles possibles, quoi, avec beaucoup d'énergie en plus, imaginez faire ça à l'échelle de la métropole de Lyon, par exemple, ça commence à devenir compliqué. Mais voilà, je pense que cette responsabilité, il faut l'assumer au contraire. Il ne faut pas se dire non, c'est pas moi. On a cette responsabilité d'être force de proposition critique. Force de proposition, mais peut-être aux côtés d'autres, peut-être avec d'autres manières, et avec peut-être cet espace du choix. On va être, voilà, on arrive à peu près au bout de notre temps. On n'a absolument pas épuisé, évidemment, la conversation. Je rappelle que les livres sont ici. Et juste avant de passer la parole au public en présence, donc les 3 prochains, on continue cette série de cailloux. Les 3 prochains sortiront à la rentrée, là, en septembre-octobre. On a un titre avec Guillaume Ramilien qui s'appelle « Après la pluie ». Un titre avec Lipski Relais, donc à 4 mains, ça on inaugure, on va voir ce que ça donne, qui s'appelle « Le logement est notre affaire ». Et un autre titre dont je n'ai pas le titre, avec Pierre Janin. Voilà, je vous remercie tous les 3 chaleureusement. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.